Mitterrand-Schmitt, Front commun franco-allemand pour la défense du franc. Convention socialiste, désignation des candidats aux législatives. Jean Le Canuet, invité du Club de la Presse. Espagne, peut-être un dénouement imminent. Madame, Monsieur, bonsoir. Le premier entretien officiel entre Monsieur François Mitterrand et le chancelier Helmut Schmitt aura duré 3h30 au lieu des 1h30 prévues entre les deux principaux partenaires européens. On sait que les deux hommes se sont livrés à un vaste tour d'horizon politique international et qu'ils sont par exemple tombés d'accord sur le problème des missiles européens, les euromissiles. La France, bien que n'étant pas directement impliquée dans la décision d'installation de ces fusées nucléaires américaines, car elle ne fait pas partie de l'OTAN, paraît d'accord avec l'Allemagne fédérale pour demander que, parallèlement, des négociations soient ouvertes entre les États-Unis et l'URSS pour en limiter au maximum le nombre. Autre grand thème, l'esprit de la coopération franco-allemande après le départ de M. Giscard d'Estaing, qui avait des liens personnels d'amitié avec M. Schmitt. Alors, dans quel nouvel esprit va se poursuivre cette coopération entre M. Mitterrand et Schmitt, M. François Mitterrand? Nous avons naturellement commencé notre conversation par des échanges de vues sur l'état des relations entre les États-Unis d'Amérique et nos pays. C'était la première fois que nous nous rencontrions dans le cadre des fonctions qui sont aujourd'hui les miennes. Mais cette conversation faisait suite à d'autres, plus anciennes, qui nous avaient permis d'échanger nos vues au cours des années passées. J'ai donc simplement réitéré l'importance que j'attachais aux relations confiantes de nos deux pays et des responsables de ces deux pays depuis de longues années. L'Allemagne fédérale et la France entretiennent des relations privilégiées qui n'entendent pas s'isoler du développement général de l'Europe du marché commun, mais qui supposent la discussion de problèmes particuliers de grande importance et qui déterminent pour une part le devenir de la politique mondiale. Madame, au revoir et bon voyage. Thank you very much. L'autre grand sujet de discussion, la situation économique et la défense du franc actuellement attaquée. Les deux pays vont coopérer pour défendre la monnaie française et d'après les informations recueillies par notre correspondant à Bonn, Michel Meyer, qui suivait cette entrevue, les Allemands se montrent convaincus que la spéculation sur le franc va se dissiper dans les prochains jours grâce à cette action conjointe. Ajoutant même que les spéculateurs seraient bien imprudents de tabler sur une éventuelle dévaluation du franc français. La défense du franc, justement, était l'un des thèmes du discours prononcé par le Premier ministre, M. Pierre Mauroy, aujourd'hui à Lille. Discours essentiellement économique. Sur place, notre envoyé spécial, Dominique Laury. Lille fête aujourd'hui l'enfant du pays, devenu Premier ministre socialiste de la Ve République. Une journée de festivités et de retrouvailles entre vieux amis, mais également marquée par un important discours politique. Avant toute chose, Pierre Mauroy a tenu à s'incliner devant le mémorial de Roger Salengro, ancien maire de Lille et ministre du Front populaire. Un mémorial profané par des inconnus il y a 2 jours. À la mairie, transformée en grand meeting, le Premier ministre donnait le ton de cette journée. Nous sommes ici, dit-il, pour fêter la République. Un discours où l'amitié tenait une grande place, sans oublier pour autant les problèmes de l'heure, la défense du franc, le redressement économique. Le président de la République tient à faire établir un bilan de l'économie française. C'est pour que tous les Français sachent toute la vérité sur l'héritage qui nous est légué par ceux qui ont exercé le pouvoir pendant tant d'années. C'est aussi pour que nos compatriotes
mesure la dimension de la tâche à accomplir avec une double volonté de réalisme et de solidarité. Il n'y a pas une seule Française ou un seul Français qui ne soit concerné et qui ne puisse être utile là où il se trouve. C'est pourquoi la priorité des priorités pour le président de la République et pour le gouvernement, c'est la lutte contre le chômage, facteur de découragement, de désintégration sociale et de gaspillage des richesses. Second volet de cette journée, un banquet de 2000 couverts réunissait les socialistes du Nord. Ce fut l'occasion pour Pierre Mauroy de présenter les candidats socialistes aux législatives dans une ambiance très familiale. Quelle impression ça vous fait d'être ici chez vous aujourd'hui? C'est extraordinaire quoi, de se retrouver à Lille. Et vous voyez, de retrouver ma ville et de retrouver les Lillois, les Lilloises et ceux qui sont venus d'ailleurs aussi enthousiastes. Eh bien, je me dis qu'on va pouvoir faire beaucoup. Après la déclaration, la fête. Et Pierre Mauroy s'en donne à cœur joie. Ce soir, bal populaire et feu d'artifice. Bref, un intermède bien agréable pour le Premier ministre avant les concertations qui commencent dès demain. Oui, à Paris, ce n'était pas la fête, c'était la convention nationale du Parti socialiste aujourd'hui pour désigner les candidats socialistes justement aux élections législatives. Le premier secrétaire du PS, M. Jospin, y a défini les conditions d'un accord avec le Parti communiste. Nous allons y revenir dans un instant en direct avec lui. Mais auparavant, le commentaire de Daniel Brem sur cette première réunion du Parti socialiste depuis l'élection de M. François Mitterrand. Madame Roudy disait sa joie de défendre au gouvernement les droits de la femme. Et Louis Javis, Jeunesse et Sport, était très abondamment félicité. Madame Gaspard, maire de Dreux, espérait, elle, bien ajouter à ce titre celui de députée. Quant à Catherine Lalumière, fonction publique et réforme administrative, elle se préparait à être candidate à Talence en Gironde. André Chandernagor, Europe, tout comme Gaston Defferre. Intérieur, André Labarrère, Parlement, Emmanueli, département d'Outre-mer, s'entretenaient des affaires gouvernementales plus que des investitures. Dans le huis clos de la Convention, Mermaz Équipement ou Chevènement Recherche écoutaient ceux à qui il laisse en charge le parti, c'est-à-dire messieurs Jospin qui laisse et Popreigne. C'est ce dernier qui, la semaine prochaine, mènera les discussions avec le Parti communiste. Bien, monsieur Lionel Jospin, merci d'être avec nous en direct ce soir. Première question, elle est toute simple. Les journalistes sont presque tous d'accord pour dire que vous avez édicté aujourd'hui des conditions assez draconiennes à l'égard du Parti communiste. Vous leur avez par exemple demandé de ne plus vous critiquer autant qu'ils le faisaient auparavant. Vous leur avez demandé de revenir sur un certain nombre de positions, sur la Pologne, l'Afghanistan, les missiles européens par exemple. Bref, si je voulais être ironique, je vous dirais que vous leur avez demandé d'être devenus socialistes pour avoir une chance de rentrer dans votre gouvernement. Non, je crois que nous avons rappelé des conditions qui sont celles que nous avions évoquées avant les élections présidentielles. Nous avons toujours dit qu'il y avait un certain nombre de problèmes de caractère économique et social, un certain nombre de questions de politique internationale qu'il faudrait régler entre nous. Et nous avions déjà évoqué la Pologne, l'Afghanistan, les missiles soviétiques, aussi les fusées américaines. Et puis sur le plan intérieur, le problème du nombre des nationalisations, du rythme des transformations économiques et sociales, des liens avec la société internationale. Et donc j'ai rappelé simplement devant la convention du parti pour obtenir d'elle, pour les discussions, un mandat, ces conditions. Donc il n'y a là rien de draconien. On ne peut pas demander au Parti socialiste de renoncer à lui-même, mais il est prêt à chercher les possibilités d'un accord politique. Oui, mais dans votre discours, vous reconnaissez vous-même que c'est difficile. Bien, je dis, ce n'est pas facile. Effectivement, si nous avons été séparés sur un certain nombre de questions fondamentales, ce n'est pas sans discuter sérieusement de ces questions que nous pourrons nous mettre d'accord. Nous n'avons pas du tout l'intention, devant les Français, de donner à gauche le spectacle que l'ancienne majorité a donné à droite, à savoir de forces qui se sont divisées, opposées, et qui tout d'un coup, pour signer non pas un accord politique, mais un contrat d'assurance pour garder leur siège, s'entendent tout d'un coup et sourient à l'opinion. Nous, nous sommes un parti sérieux, nous avons dit il y a des problèmes, nous voulons en discuter, mais avec la volonté d'aboutir. Je pense que les Français préfèrent ce langage. Bien, alors monsieur Jospin, si cet accord de gouvernement éventuel avec les communistes ne peut pas être signé, vous acheminez vers quoi? Vers un accord électoral de désistement, simplement?
Mais de toute façon, ce que nous recherchons, c'est un accord politique. Nous le recherchons avec le Parti communiste, nous le recherchons aussi avec d'autres forces. Simplement, plusieurs de ces forces, je pense aux radicaux de gauche, je pense à certains gaullistes qui nous ont rejoints, ont affirmé déjà qu'ils approuvaient les orientations défendues par François Mitterrand dans sa campagne et qu'il va tenter d'appliquer en tant que président de la République. Alors que d'autres forces, comme peut-être le PSU, comme la direction du Parti communiste, n'ont pas jusqu'ici donné leur accord à ces orientations. Alors c'est pourquoi il faudra débattre avec eux, mais je ne dis pas du tout qu'un accord est impossible. En tout cas, on peut progresser sur un certain nombre de points, sans doute. Et en tout cas, ce sera sans doute très long. Très long, non, je ne pense pas. Je ne crois pas qu'il faille faire attendre. Nous discuterons sérieusement le temps qu'il faut, mais ça ne sera pas très long. Et je pense bien sûr qu'on aura un accord sur le plan électoral. Tout le monde y a intérêt. Il faut que cette expérience que nous venons de tenter avec François Mitterrand, elle puisse réussir, ce qui suppose que nous battions cette ancienne majorité qui a fait tant de mal au pays, je crois. Bon, Monsieur Jospin, le Parti socialiste devient un parti de gouvernement. Il est placé dans une situation que la nouvelle génération du PS n'a jamais connue. Alors, est-ce que ça va être un parti godillot ou est-ce qu'il va peser de tout son poids sur le président de la République? D'abord, je pense que nous ne sommes pas devenus un parti de gouvernement. Je pense que la qualité de nos experts, des hommes et des femmes qui d'ailleurs composent ce gouvernement maintenant, le sérieux de nos propositions dans le passé, notre attitude constructive, ont montré que nous étions un parti de gouvernement. Maintenant, nous sommes un parti au gouvernement, ce qui est différent. Là, je crois, Daniel Brem, que votre expérience parlementaire et des assemblées anciennes vous amène à commettre des erreurs, à mon avis. Il n'est pas question pour le Parti socialiste d'être un parti godillot. Ce n'est pas un type de chaussure que nous pratiquons volontiers. Ça ne nous chausse pas bien le pied, à nous, socialistes. Simplement, il est question que le Parti socialiste soit lui-même ni godillot, ni critique systématique. Il doit servir à transmettre vers le pays les orientations, les propositions du gouvernement, à populariser son action, et en même temps il doit faire passer vers le gouvernement tout ce qu'il entend, tout ce qu'il reçoit dans l'opinion, car nous ne voulons pas que ce nouveau pouvoir, ni le président de la République François Mitterrand, ni le gouvernement, soient isolés du pays comme l'a été le précédent. Ça sera ça notre rôle. Oui, Monsieur Jospin, votre rôle ne sera sûrement pas facile, mais souhaitez-vous que le président de la République indique le bon choix avant les législatives? Je ne veux pas non plus la reprendre, cette expression. C'est logique, et je n'en fais pas critique, mais vous utilisez des termes d'un vocabulaire politique qui a été pratiqué par d'autres, par ceux justement que les Français ont battu le 10 mai, y compris parce qu'ils ne voulaient plus de ce vocabulaire. Le président de la République n'a pas à indiquer le bon choix. Les Français sont capables de le faire seuls, d'ailleurs ils viennent de le montrer le 10 mai. Mais le président de la République indiquera ce qu'il croit souhaitable, son choix à lui, ce qu'il souhaite, à savoir que la majorité qui s'est exprimée sur le terrain présidentiel se prolonge sur le terrain parlementaire pour permettre au gouvernement d'agir. Mais à quel moment? Avant ou pendant? Dernière question. Ah, vous lui posez cette question. Je pense que c'est de sa responsabilité. Mais sachez qu'il le fera toujours en respectant ce qui lui a toujours tenu à cœur, à savoir la démocratie. Bien, Monsieur Jospin, je vous remercie. Du côté de l'opposition, les centristes du CDS, eux, ont donné leur approbation aux accords que viennent de passer le RPR et l'UDF. Et ce soir, Monsieur Jean Le Canuet était l'invité du club de la presse de notre confrère Europe numéro 1. Voici un extrait de ce club de la presse. Président socialiste et cette nouvelle majorité que nous voulons voir gagner et qui, elle, est une majorité d'inspiration libérale, tout entière portée au soutien de l'entreprise, de l'imagination, de la créativité, qui refuse la bureaucratisation, la fonctionnalisation, c'est-à-dire tous les maux que la gestion socialiste, si elle s'impose, introduirait dans notre société. Eh bien, évidemment, ce sera un problème. Je dois dire qu'il est tranché, d'une certaine manière, par la déclaration qu'a faite M. Mitterrand avant même que d'être élu. M. Mitterrand a déclaré qu'il gouvernerait avec la majorité qui sortirait des urnes. Pour être totalement honnête, je rappellerai que M. Giscard d'Estaing, avant l'épreuve de 78, avait fait une déclaration qui n'était pas très éloignée de celle-là. Il y a cette possibilité inscrite dans notre Constitution. Simplement, si, comme je l'espère, nous gagnons les élections, pour éviter que le pays ne glisse totalement du côté des excès du programme socialiste et communiste, si nous gagnons les élections, nous aurons à tenir compte d'un certain nombre de changements que la France a exprimés en choisissant un nouveau président,
comme ce nouveau président aura à tenir compte des orientations que nous représentons pour le maintien d'une société de liberté et de responsabilité. Il faudra qu'un accord se fasse et il se fera par la force des choses. Oui, et M. François Delmas, qui est ancien secrétaire d'État, a annoncé dimanche son intention de déposer dès lundi, dès demain, un recours devant le Conseil d'État à propos du calendrier des élections législatives, car d'après lui, la réduction à 12 jours est contraire aux dispositions du Code électoral qui prévoit un délai minimum de 20 jours. D'ailleurs, cette réflexion a été faite par M. Le Canuet au cours de ce club de la presse. Il faut dire qu'en 1968, le cas s'était déjà passé puisque la campagne n'avait duré que 13 jours. M. François Mitterrand, lui, recevra demain les responsables des 4 grandes formations politiques françaises, messieurs Marchais, Chirac, Le Canuet et Jospin. Au Parti communiste, on fait savoir qu'on est sensible au fait que M. Marchais soit reçu en premier. Le président Mitterrand s'apprête également à recevoir les syndicats. Parmi eux, il y aura la CGC, la Confédération Générale de l'Encadrement, c'est son nouveau sigle, depuis son congrès qui s'est terminé aujourd'hui. Jean Menu a été réélu président, avec M. Paul Markelly comme second. Il précise ses positions avant cette rencontre au micro de Patricia Coste. Monsieur Menu. On a toujours des craintes quand il y a un changement, mais disons que pour nos 3 domaines de préoccupation essentiels, le premier qui est l'emploi et la modification de la politique économique du gouvernement, nous espérons avoir, vis-à-vis du nouveau gouvernement, une meilleure audience. Le deuxième volet de nos préoccupations, c'est la réforme de l'entreprise et le droit des travailleurs à participer à la gestion de l'entreprise. Dans ce domaine-là aussi, je pense que le nouveau gouvernement devrait avoir plus d'ouverture que l'ancien. Dans le troisième domaine de nos préoccupations, la solidarité nationale, les problèmes de fiscalité, de retraite, de politique salariale, là, nous pouvons avoir plus de crainte que précédemment parce que les déclarations que nous avons entendues ne sont pas toujours très claires et nous voudrions avoir des précisions sur les intentions du nouveau gouvernement. Une première demain soir sur Antenne 2 à 20h30, une semaine à peine après l'arrivée à la présidence de M. François Mitterrand. Les principaux leaders syndicaux, messieurs Bergeron, Segui, Maire, face et avec, aux côtés plutôt, plus exactement, du président du CNPF, M. François Sérac, un rendez-vous à ne pas manquer, organisé par la rédaction d'Antenne 2. Au deuxième jour de la prise d'otages dans une banque de Barcelone, un accord de principe passé entre le commando et les autorités serait, je dis bien, sur le point de permettre la libération d'une centaine d'otages qui restent toujours détenus. Les terroristes d'extrême droite qui, dans un premier temps, réclamaient principalement la libération du lieutenant-colonel Terrero, l'auteur du putsch manqué des Cortés, ont considérablement réduit leurs prétentions au point de demander simplement maintenant une reddition honorable. Le gouvernement espagnol lui s'en tient à une reddition pure et simple. Sur place tout de suite notre envoyé spécial Gérard Sebac. Un homme à Barcelone, M. Royan, a sans doute été celui qui a été le plus éprouvé ces dernières 34 heures. M. Royan est le caissier principal de la banque. Vous le voyez ici avec derrière lui l'un des membres du commando, le visage recouvert d'une cagoule, lui appuyant un revolver sur la nuque. Tout au long de cette prise d'otage, il a en effet servi d'intermédiaire entre les terroristes et les représentants du gouvernement espagnol. À chaque libération d'otages, et il y en a eu plusieurs au cours de la journée, M. Royan était celui qui risquait à chaque instant sa vie plus que tous les autres. Le commando menaçait de tuer plusieurs personnes au cas où satisfaction ne leur était pas donnée. Il y a même eu un échange de coups de feu entre terroristes et forces de l'ordre. Il semble que maintenant, les membres du commando, au nombre de 24, divisés en 3 sections de 8 hommes, s'appelant uniquement par des numéros, ont bien compris que leur coup de force ne pouvait aboutir. Le gouverneur de Barcelone, accompagné par le chef de la police, après avoir été fouillé encore par le caissier, ont pénétré en début d'après-midi à l'intérieur de la banque pour essayer de faire entendre raison au commando et sans doute pense-t-on ici pour envisager les modalités de la libération de tous les otages et la reddition de ceux que l'on appelle ici les rebelles. Plusieurs d'entre eux sont certainement des gardes civils. Premier résultat de cette entrevue, en début d'après-midi, 42 nouveaux otages étaient libérés. On estime maintenant qu'un dénouement serait proche, soit reddition, soit attaque des brigades antiterroristes qui ont pris position dans un immeuble mitoyen à la banque. Bien, Gérard Sebac, vous êtes en ligne toujours avec nous. Pendant même votre commentaire, j'ai reçu 2 dépêches. Je ne sais pas si vous pouvez me les confirmer. La première indique qu'il y a des coups de feu qui sont tirés en ce moment même autour de la banque. Et la deuxième, selon des témoins, un commando de ces groupes d'intervention spéciale, donc de la police, aurait donné l'assaut à la banque. Est-ce que c'est exact, Gérard ?
Gérard Sebag? Gérard? Daniel, est-ce que vous entendez les coups de feu? Effectivement, il y a à peine quelques minutes, les brigades spéciales d'intervention ont lancé l'assaut sur la Banque centrale. Je les vois personnellement sur le toit mitoyen de l'immeuble qui se trouve à côté de la Banque centrale, d'où ils viennent de passer par les toits. Il y a quelques secondes, également, une série d'hommes sont passés sur ce toit, les bras en l'air, pour se rendre de l'autre côté, et je vois très nettement, tenez, les coups de feu, ils tirent, c'est un échange de tirs très nourri. Alors visiblement, Gérard, ça confirme ce que nous pensions. L'assaut a été donné donc à la banque, visiblement. C'est ce que vous voyez en ce moment même. Allô, Daniel Oui, Bilalian? je vous entends très bien, Gérard. Je disais donc que ça confirme, l'assaut a été donné. Il faut savoir qu'il y a donc encore au moins 80 personnes à l'intérieur de la banque. Il y a absolument 80 personnes encore à peu près à l'intérieur de la banque. En début d'après-midi, il y a eu une quarantaine de personnes qui ont été libérées. Mais est-ce que vous me recevez convenablement? Parfaitement, Gérard, parfaitement, Gérard. Vous pouvez nous décrire ce que vous voyez en ce moment même. Seconde ensemble pour voir ce qu'il se passe. Je vois là juste un membre des brigades d'intervention avec une mitraillette à la main et qui passe donc de l'autre côté. C'est la technique qu'ont employée. Écoutez encore des échanges de tirs. Ah ben la situation devient vraiment tragique apparemment. Gérard, est-ce que vous voyez des otages sortir ou est-ce que vous voyez des... Excusez-moi Daniel, mais il y a beaucoup de bruit autour de moi, je ne vous reçois pas très bien. Je vous demandais, Gérard, voyez-vous en ce moment même des otages sortir de la banque? Des membres du commando. Pardon? Allez-y, je vous écoute. On vous écoute, Gérard. Oui, eh bien écoutez, je vous disais tout à l'heure que je vois toujours les membres des brigades spéciales qui, avec leurs fusils mitrailleurs en main et leurs mitraillettes, passent d'un toit à l'autre. Pour l'instant, donc, ils donnent l'assaut, il n'y a pas de doute. On voit, et là je vois un otage qui a un pistolet braqué sur la nuque, et oh là, que se passe-t-il exactement? Il court, l'otage essaye de se sauver alors que le terroriste avait braqué sur lui, sur sa nuque, un pistolet. Il a réussi apparemment à se sauver. Oh, c'est vraiment terrifiant. Ah ben non, non, il a récupéré l'otage. Il est toujours là, il y a une espèce de bagarre, il y a une bagarre entre l'otage, et le terroriste. Ah ben la lutte continue. Tout le monde est couché sur le toit de l'hôtel, sur le toit de la banque. Je crains que toute cette affaire se termine tellement assez mal. Gérard Sebag, on n'entend plus de coups de feu autour de vous. Le tir a eu lieu et on n'en connaît pas très exactement. On ne sait pas très exactement s'il y a des blessés ou peut-être des morts, mais l'échange de tir a été très violent. Encore un échange de tir, de nouveau. Bien écoutez Gérard, je vous propose de vous... Daniel ? Oui, je vous propose donc de vous laisser vous rendre compte un peu mieux de la situation pendant quelques secondes. J'ai encore quelques informations à donner. Vous restez en ligne avec nous. Oh, Daniel. Oui. Attendez, Daniel Bilalian, on vient de me donner une information. Il semble que... Allez-y. Oui, l'un des membres des commandants d'intervention a demandé de cesser le feu. Bon, eh bien écoutez Daniel, je vous laisse parce que vous avez sans doute d'autres informations à donner. Moi, je continue à voir des otages apparemment qui passent d'un toit à l'autre. Et de nouveau des échanges de tirs. Gérard, surtout ne quittez pas la ligne. Vous restez en ligne, vous vous renseignez sur ce qui se passe autour de vous. On vous retrouve dans quelques secondes. Je vais encore donner quelques informations. Le temps pour vous de vous entends très mal, Daniel. Oui, le temps pour vous donc de vous rendre compte si l'assaut a été donné, savoir s'il y a déjà des morts ou si ça se termine mieux qu'on ne peut le prévoir. En tout cas, pour l'instant, ça a l'air de se présenter comme une fin assez tragique. Et puis on vous retrouve tout de suite. Surtout, vous ne quittez pas la ligne. On vous retrouve avant la fin de ce journal. Je voudrais encore vous donner une ou deux informations. À l'étranger, c'est encore une information à propos de l'Espagne. Le ministre de la Défense a annoncé que l'armée allait se retirer de la frontière franco-espagnole pour être remplacée par 6 compagnies des forces spéciales de la garde civile. Après le putsch manqué, l'armée avait, vous en souvenez, obtenu du roi de s'installer au Pays Basque. Et puis à Belfast, un 5e gréviste de la faim serait sur le point de succomber. Il s'agit d'un militant de l'IRA qui n'est âgé que de 29 ans. Il y a encore un détournement d'avions turcs au-dessus de la Bulgarie avec un commando d'extrême gauche qui réclame notamment la libération de 47 détenus actuellement dans les prisons d'Istanbul. Voilà, je vais vous donner tout de même le résultat du tiercé avant de retrouver tout de suite Gérard Sebag. Pour gagner le tiercé, il fallait jouer le 6, le 1 et le 7.
ce qui rapporte dans l'ordre pour 5 francs 1775 francs 50 et dans un ordre différent 182 francs. Alors sans attendre, maintenant je voudrais qu'on rejoigne, si c'est possible, Gérard Sebag qui se trouve en direct face à cette banque de Barcelone où visiblement cette fin de prise d'otage a l'air de se présenter de manière assez tragique. On pense, Gérard, que Daniel, les policiers ont donné l'assaut. Et je vois toujours des hommes passer d'un toit à l'autre, entrecoupés d'échanges de coups de feu dont on ne connaît pas l'origine. On entend très nettement la voix des membres des brigades d'intervention qui demandent aux membres du commando de se rendre, mais semble-t-il... Bien, Gérard, je vais vous donner une information. Plusieurs otages ont sauté de la terrasse de l'édifice de la banque sur celle d'un immeuble qui est contigu à cette banque pendant qu'on entendait des coups de feu. Cela confirme donc que c'est assez tragique. Il y a quelques instants et que je continue donc à voir personnellement. Bien, alors Gérard, est-ce que vous avez... Il y a toujours, mais ce qui est absolument extraordinaire, je m'excuse, mais je suis obligé de vous interrompre parce que c'est vraiment étonnant de voir cet homme, ce terroriste, avec un pistolet à la main, sur le toit, avec son otage, tenant son otage par le collet et braquant son pistolet. On sent très bien que cet homme, si il ne réussissait pas à s'enfuir, abattrait pratiquement cet otage de sang-froid. C'est absolument extraordinaire. Bien, Gérard, vous restez avec nous, vous commentez ce qui se passe en ce moment en direct avec nous de Barcelone. Je le rappelle pour les téléspectateurs qui n'auraient pas suivi le début de ce journal. Gérard est avec nous en direct de Barcelone, au moment même où visiblement les troupes d'intervention spéciale de la police espagnole ont donné l'assaut à la banque alors qu'on pensait qu'une reddition honorable allait pouvoir être obtenue de la part des terroristes. Finalement, dans une volonté de fermeté, le gouvernement espagnol a demandé à la police de donner l'assaut et pour l'instant, Gérard est en train d'assister à des scènes assez tragiques. On y voit des otages qui sont plaqués contre les murs et sur un balcon de cette banque, plaqués contre un mur par des terroristes qui les maintiennent au bout de leur pistolet. Gérard Sebag? Nous ne recevons malheureusement pas d'image encore de ce qui se passe en ce moment à Barcelone. Les caméras de la télévision espagnole ne sont pas installées en direct face à cette banque. Nous avons eu des images cet après-midi, nous vous les avons montrées. Je pense que nous en aurons d'autres dans la soirée. À ce moment-là, nous vous les montrerons bien sûr dès que nous les recevrons. Ce que je voudrais, c'est que Gérard Sebag continue de nous commenter ce qui se passe devant ses yeux, puisqu'il se trouve exactement devant la banque de Barcelone. Gérard? Oui, Daniel. Écoutez, je viens d'entendre les otages qui sont à cette fenêtre et qui viennent de dire aux forces de l'ordre, je vous en prie, arrêtez de tirer, sinon ils vont tous nous tuer. Cependant, je continue quand même à voir un certain nombre de ces otages qui passent d'un toit à l'autre. Bien, il est 20h. Vous parliez tout à l'heure des images de la télévision espagnole. Je crois que la télévision espagnole a décidé de ne pas retransmettre ces images qui sont pour l'instant, si vous voulez, soumises à une espèce de veto. Bien, alors je pense, contrairement à ce que vous venez de dire, Gérard, que justement... eux aussi un poste de télévision et qui peuvent suivre ces images. La télévision espagnole va nous proposer dans moins de 2 minutes maintenant, puisqu'il est 20h28 et 47 secondes, va nous proposer à 20h30 exactement, si j'en crois les indications qu'on me donne, va nous proposer des images de ce qui se passe en ce moment à Barcelone. Alors nous allons attendre ces images qui vont nous arriver à 20h30 et puis en votre compagnie, Gérard, nous allons continuer à commenter ce qui se passe en direct devant vos yeux. Gérard, je vous redonne la parole. Bien, Daniel, toujours la même situation, rien de changé. Apparemment, il y a une sorte d'accalmie, vraisemblablement après que les otages qui étaient à cette fenêtre aient demandé aux forces de l'ordre d'arrêter de tirer. Des voix, des ordres et des cris, mais pour l'instant, le calme est revenu apparemment sur les Ramblas et à la banque même, à la banque centrale, où il y a quand même toujours des otages qui sont sous la menace des armes des terroristes. Et pour l'instant, est-ce que vous voyez des policiers de ces fameuses brigades spéciales en train d'opérer ou en train d'essayer de rentrer dans la banque? En voyez-vous, Gérard? Écoutez, je les ai vus tout à l'heure, très nettement. Ils passaient, comme je vous le disais tout à l'heure, d'un toit à l'autre. Je ne sais pas s'ils ont réussi à descendre à l'intérieur de la banque, mais je vois très nettement des otages qui se trouvent au premier étage de la banque centrale et ce sont eux qui ont demandé tout à l'heure que l'on arrête les tirs, sinon ils risquaient leur vie. Bien. On peut peut-être rappeler, Gérard, pendant un instant, que pendant qu'on voit cette nouvelle photo de la banque où sont donc enfermés ces otages, que ces otages sont encore ce soir au nombre d'environ 80, il y en avait plus de 200 hier, mais
Ils ont été libérés par petits paquets, vous les avez vus sur les images que nous montrions tout à l'heure. Il en reste au moins 80. Il y a entre 20 et 25 terroristes qui sont à l'intérieur de cette banque. C'est dire le carnage auquel on peut s'attendre si d'un seul coup la violence se déchaîne et si personne ne veut entendre raison. Gérard, des nouveaux éléments ? Non, aucun nouvel élément. Sinon, cette image tragique de ces otages sur cette fenêtre, et ils sont pas au premier étage, mais au rez-de-chaussée en fait, enfin un rez-de-chaussée légèrement surélevé, et qui ont les bras qui sortent des barreaux des fenêtres, suppliant que l'on arrête les tirs. Mais pour l'instant, je vous le disais, donc le calme est apparemment revenu, le calme tout à fait relatif en attendant que les événements se précipitent. Et je crains, comme vous le disiez tout à l'heure, effectivement que cela ne se termine en un véritable carnage, car je pense qu'il y a encore, j'ai compté approximativement le nombre d'otages qui avaient réussi à sortir par les toits de la Banque centrale. Il doit bien rester, à mon avis, au moins une quarantaine, 40 à 50 otages à l'intérieur. Mais on parlait même tout à l'heure de 60 à 80, c'est le chiffre que j'avais donné, mais vous avez sans doute de meilleures informations que les miennes. On peut peut-être rappeler au moment où nous sommes en plein statu quo assez terrible finalement avec cette opération qui a été lancée par la police et puis cette réaction des terroristes qui sont en train de menacer les otages qu'ils ont entre leurs mains. On peut peut-être rappeler que c'est depuis hier matin que ces otages sont détenus dans cette banque de Barcelone et qu'ils ont d'abord exigé la libération du lieutenant-colonel Terrero, que celui-ci n'a pas voulu de cette libération. Il leur a demandé de ne pas exiger cette libération. Cet après-midi, on pensait que l'on allait s'acheminer vers un accord, on le pensait jusqu'à 8h, 8h15, et puis donc maintenant cette offensive lancée par les forces spéciales de la police espagnole. J'entends des bruits autour de vous, Gérard. De nouveaux éléments ? Je crois que je vais être obligé de couper la communication téléphonique là, car la ligne risque d'être... on demande d'occuper la ligne. Je vais essayer de vous rappeler d'un autre téléphone si vous le voulez bien, et si le journal continue à se dérouler. Mais moi, ce que j'aimerais, si c'était possible, Gérard, c'est que vous restiez en ligne avec nous. Ça n'est pas possible, visiblement. Je m'excuse, je n'ai pas entendu ce que vous venez de dire. Je vous demande si vous ne pouvez pas, Gérard, rester en ligne avec nous, car si la fin, le dénouement tragique ou heureux, on l'espère, de cette prise d'otage a lieu dans les quelques minutes qui suivent, j'aimerais bien que vous puissiez, pendant ces quelques minutes, rester en ligne avec nous, car sinon nous ne sommes pas sûrs de pouvoir vous récupérer, car vous êtes, vous, juste devant la banque, et c'est une situation, j'allais dire idéale, le mot n'est peut-être pas le mieux choisi, pour voir comment va se dérouler cette fin de prise d'otage, et nous attendons, nous, d'une minute à l'autre, des images qui nous parviendraient d'Espagne. Oui, je pense que vous allez recevoir tout à l'heure ces images par la télévision espagnole. Je vais vous abandonner pour quelques instants et essayer de vous rappeler si vous le voulez bien. Bien, écoutez Gérard, c'est d'accord. Vous nous rappelez donc dans quelques instants. Le temps pour nous de passer un dernier sujet d'actualité. On vous retrouve donc dans quelques instants vers 20h40 puisque ce journal est exceptionnellement prolongé en raison donc de la fin de cette prise d'otage qui se déroule en ce moment même à Barcelone. Ce dernier sujet d'actualité, il a trait à la mort de Bob Marley. En effet, même si vous n'êtes pas un adepte du reggae, cette musique venue de la Jamaïque, vous connaissez sans doute le nom de Bob Marley, décédé cette semaine des suites d'un cancer. Bob Marley, enterré au milieu des siens. Bob Marley devenu dans la mort un véritable héros national, comme en témoigne ce reportage réalisé sur place par notre envoyé spécial Gérard Rolls. Le dernier hommage des Jamaïcains à Bob Marley, c'est tout d'abord cette foule qui se presse devant les grilles de l'Arena, une grande salle de Kingston où le corps du chanteur a été exposé. Pas de larmes, pas de cris, simplement une émotion immense. Rarement on a vu un peuple s'identifier à ce point à un homme, un gosse vivant à Trenchtown, quartier misérable de la capitale, devenu un héros national. Bob Marley est mort, mais sa musique vit encore. Une petite phrase devenue slogan, répétée en leitmotiv par des milliers et des milliers de Jamaïcains pendant ses obsèques du roi du reggae. Le reggae, c'est une musique qui n'est pas seulement un rythme à la mode, mais qui est surtout, et en grande partie grâce à Bob Marley, un véritable phénomène social, culturel et politique. En fait, Bob Marley, avec sa musique, est devenu la première vraie star du tiers-monde.
Après la cérémonie religieuse dans l'église orthodoxe éthiopienne, la Jamaïque a offert à son héros d'impressionnantes obsèques nationales. Avec pour commencer un concert d'adieu des Wailers, son premier groupe, et un instant émouvant, 2 jeunes fils de Bob Marley qui dansent sur scène. La politique était là aussi. Gouvernement et opposition de gauche réunis autour du cercueil pour des éloges funèbres. The most dramatic tribute that a people can give to a beloved and departed friend. Robert Nesta Marley était devenu, il y a quelques mois, chevalier de l'Ordre du Mérite, l'une des plus hautes récompenses attribuées à un Jamaïcain. Et Robert Nesta Marley, le héros, le messager, le prophète, est enterré maintenant dans son village natal, à Nile Miles, près de Sainte-Anne, sur la côte nord de la Jamaïque. Et jusqu'au dernier moment, les Jamaïcains l'auront fêté. Il repose dorénavant dans un mausolée qui lui a été consacré. Celui que le monde entier considère comme le symbole même du reggae vient d'entrer dans la légende. Bien, je vous disais que nous attendions d'un instant à l'autre de nouveaux éléments à propos de cette fin de la prise d'otage de la Banque de Barcelone. Je vais tout de suite rappeler Gérard Sebag, qui je l'espère est en ligne avec nous. Est-ce que Gérard est avec nous à nouveau? Bien, pas de Gérard Sebag, qui a malheureusement été obligé d'interrompre la communication qu'il avait avec nous. Je vais tout de même vous rappeler les principaux éléments donc de cette fin de prise d'otage qui se déroule en ce moment même à Barcelone. Vers 20h20 heure de Paris, les forces spéciales de la police espagnole ont donné l'assaut à la banque, alors que l'on pensait que s'acheminer vers une reddition honorable des terroristes. Oui? Bien, j'ai à nouveau Gérard Sebag, me dit-on. Alors Gérard, plutôt que de parler de Paris, je voudrais tout de suite que vous nous donniez les derniers éléments en direct de Barcelone. Vous vous trouvez en face de la banque. Gérard? Oui, eh bien écoutez, toujours la même situation, rien n'a changé, toujours des membres des brigades d'intervention passent d'un immeuble à l'autre et les otages ont fermé il y a quelques instants. Je vous parlais de ces otages qui étaient à une fenêtre, mais ils ont fermé cette fenêtre, on n'en sait pas plus pour l'instant, donc rien de nouveau. Mais si vous le voulez bien, Daniel, ce que nous pourrions faire, c'est si jamais ces images vous parvenaient, faire un flash spécial sur l'antenne. Oui, alors je voudrais savoir si ce malheureux otage est toujours tenu en respect par ces terroristes sur un balcon de la Banque de Barcelone. Oui, eh ben, il y est toujours. Il y est toujours et toujours pas de nouveaux coups de feu et pas visiblement d'intervention nouvelle des forces spéciales de la police. Les forces spéciales de police passent toujours d'un côté à l'autre, mais pour l'instant il n'y a pas d'autres images significatives, quoi. Bien, alors Gérard, je vous remercie, vous restez en ligne avec nous, on vous rappelle un petit peu plus tard dans la soirée lorsque... Il est possible que vous receviez ces images d'une minute à l'autre, alors je ne sais pas comment sont les programmes ce soir. Bien, alors Gérard, écoutez, étonnant. Effectivement, nous allons recevoir sans doute des images de la télévision espagnole. Si nous les avons, bien sûr, nous les diffuserons le plus tôt possible. Je voudrais simplement donner une autre information. Donc, en ce moment même, l'intervention des forces de police est visiblement stoppée, puisque les terroristes ont réagi à cette intervention de la police en mettant en joue un certain nombre de malheureux otages. Pour l'instant, donc, on en est là, comme vient de nous le dire Gérard Sebag. On a aussi entendu, et ça c'est très inquiétant, selon des observateurs qui se trouvent à proximité de la banque, on a entendu des coups sourds, des coups de marteau, et l'on sait qu'un témoin avait raconté que les terroristes envisageaient peut-être de miner les sous-sols de la banque en cas d'intervention de la police. On peut donc tout craindre de la part de ces terroristes qui sont maintenant pris à la gorge par les forces d'intervention spéciales de la police espagnole. Voilà les éléments dont nous disposons pour l'instant. Oui, Gérard ? Oui, Daniel, je peux vous donner une information à ce propos, c'est que les forces de l'ordre, depuis hier soir, ont pénétré à l'intérieur des égouts qui se trouvent à proximité de la banque, et que tout au long de la matinée et de l'après-midi, il y a eu une série d'équipes qui sont entrées dans ces égouts et qui apparemment
apparemment descendaient des sacs de sable et également des sacs dont on ne sait pas qu'il y a à l'intérieur, des sacs de couleur bleue. Oui, et ce qui me confirme ce que vous venez de dire et ce que je disais juste avant, c'est que des policiers qui donnaient l'assaut ont entendu des otages accrochés aux barreaux des fenêtres de la banque leur crier « Sortez-nous de là, ils vont nous faire sauter », ce qui confirmerait qu'il y a bien des mines installées dans les sous-sols de la banque ou même dans les locaux de la banque. Et puis donc une autre dépêche qui m'arrive à l'instant que je décrypte devant vous. Et effectivement, il confirme non simplement que les policiers sont bien entrés à l'intérieur de la banque par une terrasse qui se trouve contiguë à l'édifice de la Banque centrale de Barcelone, où sont depuis hier matin donc enfermés 200 otages au début, puis il en reste en ce moment entre 50, 60 voire 80 aux mains de 25 à 30 terroristes d'extrême droite qui demandaient dans un premier temps la libération du lieutenant-colonel Terrero, l'auteur du coup d'État manqué des Cortés, qui ce soir demandait simplement une reddition honorable. Le gouvernement, lui, a voulu frapper un coup très fort et mater ces extrémistes de droite. Il a donc ordonné à ses forces de police de donner l'assaut et pour l'instant cet assaut semble interrompu par la réaction de desperados, on peut le dire, de ces terroristes qui tiennent en joue un certain nombre d'otages qui sont toujours dans la banque à l'instant où je vous parle. Pas de nouveaux éléments d'information, Gérard ? Rien pour l'instant, Daniel. Bien, alors nous allons rendre l'antenne car la situation semble maintenant s'éterniser et je pense pour un petit moment encore qu'on ne puisse pas exactement le savoir. Il va y avoir un film maintenant sur Antenne 2 et dès que nous aurons des éléments d'information nouveaux, des images de la télévision espagnole que nous attendons, de nouvelles informations de notre envoyé spécial Gérard Sebag qui se trouve le mieux placé puisqu'il est dans une cabine téléphonique qui est juste en face de la banque, bien sûr nous interviendrons pour vous donner tous les éléments d'information nécessaires sur cette tragique affaire de la prise d'otage de la Banque de Barcelone. Je vous remercie en tout cas d'avoir suivi ce journal. Je vous souhaite malgré tout une excellente soirée sur Antenne 2. Bonsoir et à tout à l'heure lorsque nous aurons de nouvelles informations. De toute façon, le dernier journal avec Alain Valentini en fin de programme. Bonsoir.